remercie de cette participation à Cross the Line pour dorasoares.com. Pour vouloir savoir un petit peu plus à la fois sur toi, sur ta maison d'édition, sur tes projets, etc., etc. Alors je vais commencer par moi. Alors, bonjour et merci pour l'invitation à Dora Suarez, bien sûr. C'est un plaisir de se trouver dans cet endroit qui est un lieu du polar lyonnais qui compte. Moi je suis Jean-Louis Nogarot, enseignant, c'est le métier qui me fait vivre et que j'adore, et auteur de polar. Je ne dis pas écrivain, mais j'ai écrit quelques polars qui ont été publiés dans diverses maisons d'édition. J'étais un lecteur de polar et je suis devenu petit à petit auteur de polar. Et j'ai vécu des aventures éditoriales très compliquées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'étais un petit peu le fossoyeur des maisons d'édition. Je publiais un bouquin, la maison coulait, la collection s'arrêtait. Enfin voilà, donc j'avais plusieurs. Je suis arrivé à un moment où j'avais 2 livres qui étaient sortis et j'en avais 3 autres qui étaient écrits avec des contrats signés dans d'autres maisons d'édition. Et ces maisons ont arrêté pour diverses raisons. Donc je me suis retrouvé avec plusieurs manuscrits sur les bras, et je me suis dit, j'avais plus la force de renvoyer à des éditeurs. C'est un boulot, mine de rien, les envois, donc je m'étais dit, ces bouquins, soit je les mets à la poubelle, soit j'essaye, et je n'avais pas envie de faire de l'auto-édition au sens propre, c'est-à-dire me publier tout seul, voilà. Donc j'avais décidé de créer une structure, parce que ça m'avait fortement intéressé, ce milieu de l'édition, le fait qu'il se casse la gueule, pourquoi, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. En plus, je trouvais que le polar n'était pas trop bien traité dans ces maisons-là, alors que moi j'avais envie que ça soit plus mis en avant. Et il y avait un angle plus commercial que littéraire. Et en gros, ça s'est cassé la gueule pour ça. Donc j'ai essayé de monter cette structure, les éditions du Caïman. Le premier bouquin que j'avais dans le tiroir a servi d'essai. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'ennuyer avec des auteurs tout de suite, en disant voilà, ils ne se vendent pas, et tu ne me trouves pas des salons, enfin voilà. Donc j'ai essayé avec moi pour essuyer les plâtres. Ça a été le premier bouquin que je faisais imprimer, les maquettes, etc. Donc c'est extrêmement artisanal. C'était La guerre à son parfum. Voilà, c'était un bouquin qui était pris par un autre éditeur. C'est pour ça que je l'avais lancé. Je disais, celui-là, de toute façon, il a été retenu par une maison d'édition. Donc il n'y a pas de raison, je l'avais fait relire, j'ai lancé un comité de lecture, voilà, j'ai créé les bases avec ce petit bouquin pour voir ce que ça donnait, et ben, ça n'a pas trop mal marché en fait, ça n'a pas trop mal marché, on a trouvé un distributeur, on a eu un peu de presse, on a pu commencer à avoir un petit réseau de libraires, et du coup on a ouvert à d'autres auteurs, on a créé un site, on a dit voilà, appel à texte, sur les forums, sur Facebook, les réseaux sociaux. Et on a reçu plein de textes, plein de textes, plein de textes, plein de textes. Et on a commencé à publier. C'était en 2006, 2010, on a 6 ans d'existence. On a une vingtaine de titres maintenant. Une vingtaine de titres. Alors ça fait une moyenne de 3-4 par an, c'est pas énorme en même temps. L'idée étant de peaufiner au maximum les livres que l'on sort. Alors ce n'est pas parfait, je pense qu'on est pas mal en termes de contenu des livres. C'est-à-dire qu'on sort des livres qui nous plaisent, comité, correcteur, etc. Voilà, les contenus nous séduisent. En termes de maquette de livres, objet livre lui-même, on est encore on en discutait avec Jean-Pierre Barel, libraire, il y a 10 minutes. Il dit les marges sont encore un peu petites, les lecteurs, donc on est encore en recherche à ce niveau-là, mais on a pas mal progressé en termes de communication, de réseau. Très franchement, les premières maquettes, je les ai faites moi. Word, traitement de texte. On avait fait travailler un graphiste pour les couvertures, parce que là, il y a des normes assez complexes, et on s'est rendu compte que les objets livres n'étaient pas satisfaisants. Ça faisait quand même nos premiers bouquins en termes d'objets livres, c'est un peu du bricolage et de l'amateurisme. Donc on utilise énormément les compétences de nos auteurs, des gens de notre entourage, et on a eu la chance d'avoir, alors elle n'aime pas qu'on dise une autrice, une auteure, Martine Nouguet, qui bosse également dans la communication par ailleurs, qui nous a dit c'est une catastrophe vos bouquins, si vous voulez je prends en charge les maquettes. Et elle nous a fait énormément évoluer sur l'objet livre. Et puis on continue à réfléchir, elle nous a donné un coup de main sérieux pendant 1 an, ou 2 même, et maintenant on bosse avec une graphiste, voilà, on sous-traite, on n'a pas du tout de personnel aux éditions du Caïman, mais on sous-traite avec différents métiers. On a fait le choix du format semi-poche.
Donc ce ne sont pas les gros, beaux livres, et ce n'est pas le livre de poche. C'est-à-dire que c'est un livre avec un format, c'est 14-19, 12-19, mais donc un peu plus grand qu'un livre de poche, mais avec des qualités papier, carton d'un beau livre. On a voilà, des objets livres qui ne sont... Ils sont presque satisfaisants maintenant en termes de maquette, de couverture. On a des progrès à faire sur la mise en page intérieure encore. Mais le livre en lui-même, effectivement, c'est de la qualité. Il y a quand même chez Caïman cette idée d'avoir un objet qui est immédiatement reconnaissable. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que l'on a voulu dès le départ. On a énormément travaillé au style de couverture des polars, en tous les cas, avec plusieurs maquettes, plusieurs propositions. On a fait tourner et on a dit, parce qu'on savait que ça serait, qu'on le garderait. L'idée, moi, c'est ce que j'avais reproché à mes éditeurs précédents. Leurs livres n'étaient pas identifiables. Un des boulots de l'éditeur, c'est de pouvoir mettre ses bouquins en librairie, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse le voir en librairie. Parce qu'un livre en librairie, voilà, des bouquins, les rivages thrillers, on les reconnaît tout de suite, les séries noires, les actes sud. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on reconnaisse les Caïmans tout de suite. Quelqu'un qui aime bien, qui a lu, dit tiens, il y a un nouveau Caïman. Voilà, on sait que la maison Caïman a eu des soucis à un moment avec un distributeur. Et je crois que c'est quelque chose qui menace toutes les structures qui sont des structures effectivement un peu plus petites que les grosses maisons d'édition. Exactement. On a une maison d'édition d'une toute petite taille, mais on a l'ambition de se positionner partout. C'est-à-dire qu'on veut que nos bouquins puissent se trouver sur tout le territoire. Donc on a fait le choix de travailler avec un distributeur. Le distributeur, c'est l'entreprise qui propose les livres en librairie, qui les envoie, qui gère les retours, les ventes, etc. Quelque chose qu'on ne peut pas faire nous tout seuls, parce que bon, c'est extrêmement prenant. Il faut des commerciaux, il faut... Donc on a eu la chance de trouver un distributeur, c'est très difficile. Les distributeurs ne travaillent pas avec n'importe quelle maison d'édition, il leur faut des garanties, qu'il y ait des sorties, que voilà, la qualité des bouquins... Donc on a eu la chance d'en trouver un. Quand j'ai créé la société, j'ai sollicité tous les distributeurs, tous les gros. Un seul nous a répondu, et c'est pour ça que je ne leur en veux pas complètement. Un seul a répondu et a travaillé avec nous pendant 5 ans. Alors le distributeur, on envoie les livres. Quand on imprime un livre, on lui en envoie 500, 600, une palette, ça dépend de la renommée de l'écrivain, de ce qui pourra se vendre. Le distributeur a c'est le diffuseur-distributeur, il y a deux actions. Donc dans un premier temps, il est diffuseur, c'est-à-dire que 6 mois avant la sortie d'un livre, on lui envoie toute la documentation, service presse, les résumés, et pendant 6 mois, les représentants sillonnent la France, vont dans les librairies pour présenter les bouquins, pour les placer. Les libraires commandent ou ne commandent pas, mais voilà, un certain nombre de livres est placé. Lors de la sortie du livre, on arrive sur la fonction distribution. Le distributeur s'engage à envoyer les livres aux libraires, les livres commandés, à se les faire payer, à récupérer les éventuels retours, à gérer toutes les commandes. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne gère pas les commandes. On a un site de vente en ligne direct, avec quelques commandes, on gère ça, c'est vraiment anecdotique. Le gros de nos livres papier se vend par le distributeur qui traite avec les libraires. Le distributeur nous paye, après, une fois que les livres lui ont été payés par les libraires, en prenant sa commission et celle du libraire. Le libraire, c'est entre 30 et 40%, le distributeur, une quinzaine de pourcents. Pour revenir sur tes déboires, quand un distributeur te plante, pour X raison, quelle qu'elle soit, c'est toute la vie de la maison d'édition qui est remise en cause. Là, c'est complètement... Voilà, on a appris, nous, en septembre, que la maison de distribution était placée en redressement judiciaire, donc qu'il ne travaillait plus. Donc déjà, on avait en septembre, pour un éditeur, c'est le pire mois, c'est la rentrée littéraire. Et on avait fait un gros effort cette année où on sortait 3 bouquins en même temps, alors que d'habitude, on est sur un rythme de 1 tous les 3-4 mois. Donc on s'était lancé au pire moment, hein, donc pas eu le nez sur ce coup-là. Donc d'une part, les bouquins ne se sont pas vendus, et d'autre part, l'argent des ventes précédentes ne nous a pas été versé. C'est-à-dire que tous les comptes du distributeur étaient bloqués, et on fonctionne avec un délai de 3 mois dans l'édition. C'est-à-dire qu'un livre vendu en librairie en janvier,
et nous est payé en avril. Toutes les ventes de juin, juillet, août ont été bloquées, alors qu'on avait eu une sortie en juin. On avait sorti le livre Notes Énérées 1. Donc Notes Énérées 1 est sorti, il s'est vendu plutôt pas mal, on n'a pas touché un centime dessus. Argent bloqué, donc avocat, frais d'avocat, redressement judiciaire, rachat de la société, enfin bref, on a le résultat des courses maintenant. Cet argent-là ne nous sera jamais rendu. Voilà, c'est mort, on a fait... Donc on s'est fait planter de 5 000 € par notre distributeur, ce qui pour une petite maison comme nous est catastrophique. On s'est fait planter de 5 000 € et pendant 3 mois, nos livres ne se sont pas vendus. Donc on a passé plus d'énergie à chercher un autre distributeur. L'idée était de continuer à publier des livres, ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que moi, j'avais des engagements avec des auteurs pour des livres en décembre, en janvier, en février. Donc l'idée était vraiment de continuer. Les auteurs se sont mobilisés pour organiser une souscription et on a été énormément aidés par le milieu du polar, que l'on remercie une fois de plus. Quand je dis milieu du polar, les auteurs, les blogueurs, les journalistes, les libraires, on a eu des commandes directes, on a eu des articles, on a eu de la presse. Cette souscription a rapporté plus de 2 000 €. Donc ça comble pas le trou, mais ça nous a permis de continuer à fonctionner. Ça nous a permis de payer nos impôts et de payer nos fournisseurs, c'est-à-dire les imprimeurs. Parce que là aussi, les imprimeurs, on les paye 2-3 mois après. Il y a toujours ce décalage, on se paye tous 3 mois après. Si je n'avais pas pu payer soit les impôts, soit les imprimeurs, on fermait nous aussi. Donc on a pu continuer à payer, on peut continuer à produire en prenant un petit risque, hein, parce qu'on s'est dit, si jamais ça ne se vend pas, ce coup-là, on va dans le mur. Les dindons de la farce dans l'affaire, ce sont les auteurs, parce que pour le moment, leurs droits d'auteur, ils les attendent toujours. Alors, ils sont patients, mais voilà, ils seront payés un peu plus tard que d'habitude, parce qu'on pense que ça redémarre. Là. On a pu trouver un nouveau distributeur qui travaille différemment du premier, mais avec qui on se met en place. Les livres recommencent à être visibles en librairie, donc l'aventure continue, mais on est extrêmement fragilisé. C'est vrai que... Alors, la chance des éditions du Caïman, c'est d'être tellement petit en structure qu'on n'a pas de salariés. Le seul salarié, quelque part, c'est moi, et moi, je ne retire aucun bénéfice de cette affaire depuis la création de la boîte. J'ai mon métier à côté, comme je disais tout à l'heure, donc ça va, on peut continuer. Le problème, il est que ça me prend de plus en plus de temps, que ça ne me rapporte pas un centime, personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Mon entourage, ça le perturbe un peu plus, parce que quand on a le mari ou le papa qui est toujours en train de bosser et faire des comptes, etc., sans gagner un centime, on commence à me dire, bon, c'est quoi ce boulot que tu fais, quoi. Donc voilà, c'est un peu dur, mais ça redémarre, et puis on a bon espoir. Les critères pour retenir un livre sont d'abord littéraires, bien sûr, il faut une certaine qualité d'écriture, mais quelque chose d'aussi important, c'est les relations que l'on entretient avec les auteurs lors des premiers échanges. Quand j'écris à quelqu'un, votre livre est intéressant, est-il toujours disponible, et que j'ai des réponses, oui mais alors attention, il est déposé, et en droit d'auteur je veux tant, et j'ai un avocat, enfin voilà, le genre de discours tout de suite très procédurier, en fait on ne va pas plus loin, quoi. Même si c'est un bouquin excellent, il faut qu'il y ait un bouquin qui nous plaise, et la personne doit nous plaire aussi. On a un énorme comité de lecture, virtuel, puisqu'on fonctionne uniquement par mail. Donc c'est pour ça, ça permet d'avoir énormément de gens. Je dirais qu'on a une 60aine de personnes dans le comité de lecture. Alors tous ne lisent pas tous les livres, hein. Il y a pas chaque livre, chaque manuscrit n'est pas lu par 60 personnes, mais chaque fois on a bien 15-20 personnes qui lisent un manuscrit. Et on fonctionne de la manière suivante. Je lis tous les 3 premiers chapitres de tout le monde, et je regarde donc c'est moi qui fais le premier tri. C'est-à-dire que l'écriture, le thème abordé, voilà, le style, va faire que je vais demander à l'auteur ou pas de m'envoyer la suite du livre. Ce qui va faire qu'on ne va pas demander, c'est soit une écriture qui va nous demander trop de retravail derrière, voilà, malheureusement on reçoit des textes de gens qui se lancent et on se dit voilà, on ne pourra pas faire un bouquin qui a trop de boulot, ou parfois ce sont des thèmes que l'on a déjà, ou... voilà, donc pour X et X raisons, on a des textes que l'on ne va pas retenir. Une fois que
que l'auteur m'envoie son roman complet, je le propose au comité de lecture, et moi je ne lis pas la suite. Après je continue, je continue ma vie d'éditeur, de distributeur, enfin mes petits problèmes de comptabilité et de communication. Et après, en fonction des retours de lecture, je vois si je vais lire moi le livre ou pas. On a des lecteurs très différents. J'ai voulu un comité très éclectique. On a des profs, on a des auteurs, des journalistes, enfin déjà des gens qui sont dans la chaîne du livre. Et puis on a des lecteurs, des blogueurs, des lecteurs, quoi, des gens qui n'ont pas d'intérêt dans le milieu du livre, à part celui de lire. Et les avis se rejoignent souvent, pour ou contre. Ensuite, donc moi, quand un livre recueille une majorité d'avis positifs, je les lis. Le choix de l'édition ou pas est assez compliqué. Là aussi, et c'est de plus en plus compliqué. Notre vocation, c'est de suivre les auteurs que l'on a publiés au début. Alors, tu parlais de l'effet un peu tribu, famille. C'est vrai que ce sont des gens qui nous ont fait confiance au début, mais je suis assez comme ça, les gens qui me font confiance. Quand on était inconnus, ils nous ont proposé leur manuscrit, il y a des gens qui avaient déjà publié, donc ils ont cru en nous, nous on a cru en eux, on les suit. C'est-à-dire qu'on republie leurs nouveaux titres, ce qui prend déjà beaucoup de place. On a certains auteurs très prolifiques. Pour les nouveaux auteurs qui rentrent, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et là, en ce moment, j'ai des échanges avec des auteurs qui m'envoient d'excellents livres, mais qui n'apporteraient rien de nouveau dans le catalogue. Et donc je leur réponds en leur disant votre bouquin. Alors, ma réponse, vous risquez d'avoir du mal à comprendre ma réponse. J'ai adoré votre livre, mais on ne va pas le publier. Et en général, mais je conclus en disant, mais je ne doute pas que vous trouverez un éditeur. Et c'est vrai que pour le moment, dans 100% des cas, tous ces bouquins-là ont été pris par des collègues. Donc c'est pas de chance quelque part pour les auteurs, mais il y a des milliers d'éditeurs. Donc un bon bouquin va trouver... voilà, on n'est pas non plus... rivage, série noire, voilà, c'est pas un deuil terrible si le bouquin sort chez un collègue. Oui. Voilà, surtout qu'on a, c'est un milieu que je ne connaissais pas en termes des collègues éditeurs, je ne connaissais pas les collègues éditeurs. C'est un milieu qui n'est absolument pas concurrentiel. C'est-à-dire qu'on est en très bons termes, on a des échanges, on reçoit des manuscrits d'auteurs publiés dans les grandes maisons d'édition parisiennes, à qui on a dit ça ne rentre pas dans le cadre de nos collections, voyez aucunement. Nous, entre nous, maison, on va dire un peu moins importante, on se donne, on se passe les conseils, les tuyaux en termes de distribution, librairie, communication, journalisme. On n'est pas du tout, voilà. Nous, on travaille beaucoup. Moi, je communique beaucoup. Alors, ce sont des maisons plus importantes que nous, mais qui travaillent dans le même esprit. On communique beaucoup avec Gigal, Jimmy Gallier et la Manufacture de Libre. Donc on n'hésite pas, j'ai besoin d'un tuyau, un producteur de ciné nous téléphone en disant ça m'intéresserait d'avoir tel manuscrit, j'appelle vite les collègues, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut donner, ça se passe comment, et on est vraiment sur de l'échange d'infos dans les deux sens, quoi. Donc, le point de départ, c'est Polar en France. Enfin, voilà, c'était la première collection, voilà. La première collection. Et on a vu apparaître très récemment une collection qui n'est plus noir et jaune, mais noir et rouge. Notre collection de départ, c'était ça, c'était Polar en France, du jaune, du noir, un lieu identifié, un lieu devenant le personnage de l'action, de l'intrigue. Et puis, en fonction des livres que l'on a reçus, on a évolué. Par exemple, on a reçu un bouquin de Guillaume Audru qui se passait en Écosse. On a créé la collection Polar du Monde parce que le bouquin était excellent. On l'a senti, on a trouvé qu'il était excellent. On a créé une collection pour ce bouquin. Gilles Caillot m'a envoyé un thriller. On n'avait pas de collection thriller. Je ne suis pas un lecteur de thriller, je ne suis pas amateur. C'est pas mon truc, le gore, le trash. Mais son bouquin, qui correspond vraiment aux règles du thriller, interrogeait vraiment des problèmes de société. La pédophilie, l'auto-justice, est-ce qu'on peut guérir, enfin voilà, toutes ces choses-là, qui sont des thèmes du polar. Et je me suis dit, voilà, c'est un thriller qui ne fait pas du sensationnel pour le sensationnel, on le garde. Le comité de lecture également. Donc les retours du comité dans ces cas-là, c'est pas du tout ta ligne éditoriale, mais c'est très bon. Donc je dis, bah, si c'est très bon, on va quand même lire. On a fait la même chose, donc c'est cette fameuse collection rouge et noir, et du coup Guillaume Audru, toujours lui, qui veut pas faire du polar en France, nous dit, j'ai un thriller, on l'a trouvé très bon aussi, on l'a publié. Et j'ai un autre auteur qui m'a mis la pression, en me disant, moi j'écris des nouvelles aussi. Donc j'ai dit, oh, les nouvelles, ça se vend pas, enfin bon.
Il me dit, bon écoute, mais lis-les mes nouvelles. Bon, enfin, c'est un auteur très... quand il veut quelque chose, je dis, bon, je vais lire tes nouvelles. Je les ai trouvées excellentes, ces nouvelles. Je dis, bon, bah, écoute, on va créer une collection Noire Nouvelle. On avait sorti ce livre, Omaha Blues, il y a 2 ans. On a, pour le moment, un seul livre dans cette collection. Le second est pour bientôt. On a un livre qui se passe à Aix-en-Provence, qui s'appelle Carré noir sur fond noir, qui sort la semaine prochaine. Et le suivant, alors c'est un projet énorme. Alors toujours Patrick Caman, l'auteur de Omaha Blues, il m'envoie un mail en me disant, écoute, la collection Noire Nouvelle, on est en 2016 l'année prochaine, est-ce que tu sais que c'est le 80e anniversaire des brigades internationales qui sont parties combattre le franquisme en Espagne? Je fais, ah bah ouais, ça c'est un sujet qui m'intéresse, voilà, on est éditeur de polar, c'est bien pour parler de ce genre de trucs. Je lui dis, ouais, t'as écrit un recueil là-dessus? Il me dit, non, non, mais j'ai envie de contacter des gens, des auteurs qui ont un rapport avec les brigades internationales, parce que ce sont des descendants de réfugiés espagnols ou de brigadistes. Est-ce que ça te dirait? Je lui dis, ouais, ouais, écoute, ça me dit bien, vas-y, je te laisse faire. T'es directeur de la collection nouvelle, parce que bon, je peux pas gérer tout, j'y arrive pas. Il me dit, écoute, tu me donnes carte blanche, je m'en occupe, je te trouve des auteurs. J'ai dit, bah écoute, vas-y. Téléphone le lendemain, j'ai trouvé un auteur, Didier Danax. Évidemment, Didier Danax, c'est le pape du polar historique et politisé. Et évidemment, Didier Danax veut écrire pour le Caïman. Jamais je n'aurais osé le solliciter. Danax me dit, ok, bah, pas de souci, il est d'accord, ça l'intéresse. Et ainsi de suite, il m'envoie un téléphone, mail, Del Papas, Maurice Guiran, Roger Martin, Michel Ambarek, enfin, tous des gens publiés dans des grosses maisons. Il me dit, on pourrait mettre de la BD, ça te dit, tu connais Fabien Lacaffe, ça l'intéresse. C'est un monstre, Fabien Lacaffe. C'est un gars qui a eu les plus grosses distinctions dans le milieu de la BD. Donc que des noms comme ça, plus d'autres auteurs que je connaissais, moins renommés, mais Patrick Faure, Patrick Caman, enfin plein de gens que je connaissais, de très très bons auteurs. Je dis, mais ça va être énorme ce truc. Et il me téléphone en me disant, écoute, je vais peut-être avoir Cali, l'auteur-compositeur. Oui. Son grand-père était un brigadiste italien. Je lui dis, bah ouais, Cali, ça serait super. En plus, j'aime bien Cali. Ouais. Téléphone, j'ai eu l'agent de Cali, pas de souci, il va écrire une nouvelle, Cali. Donc on a sort un recueil avec un casting de fou. Pour le moment, on est en train de corriger ces fameuses nouvelles. J'en ai relu 17 sur 20, ce sont toutes des bijoux. Ce sont des approches extrêmement différentes les unes des autres. On a l'auteur de polar, on a le compositeur, poète, on a le journaliste, on a un auteur de théâtre. Enfin, on a vraiment des gens qui déclinent les brigades internationales sous toutes les coutures, sous tous les angles, avec des angles politiques différents. Mais voilà, suivant que l'on était à l'époque communiste ou anarchiste, c'était pas la même chose. Si on était un noir américain venu combattre en Espagne, il se jouait des choses différentes. C'est un bouquin exceptionnel. On était parti sur 20 auteurs et sur un nombre de pages, pour ne pas avoir un bouquin trop gros. Parce que bouquin trop gros, ça c'est l'éditeur encore. Bouquin trop gros, trop cher. Petite maison, on ne vend pas. Voilà, alors s'il y a Cali et Danax sur la couverture, ça se vend mieux, ça. Faut pas se leurrer. Par rapport à nos formats de livres, on était sur du 7 pages par nouvelle. C'est vrai que si on part sur des textes trop longs, on peut noyer le lecteur. Il est fait entre autres pour les spécialistes de cette période et les historiens, mais aussi pour tous les lecteurs. L'idée, c'est de vulgariser un peu ce moment. C'est quelque chose qui nous semble important, voilà, que des gens soient partis combattre pour la liberté de tout pays il y a 80 ans, ça me semble bien de participer au rappel de cet événement. Donc il faut que ça soit tout public. C'est un plaisir de lecture, mais c'est aussi un plaisir en termes de connaissances. Voilà, il y a une nouvelle d'un auteur cubain, là-dedans, qui parle d'un noir cubain qui venait des plantations. C'était le premier moment où les noirs combattaient avec les blancs dans l'armée américaine. Il y a eu une ségrégation plus tard. Ça a été le premier noir à commander une brigade avec des blancs. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie. Je remercie toi et toute l'équipe. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup.